a lancé officiellement la série de portraits Mon Algérie à moi, avec une dame, regardez comme elle est lumineuse, elle est belle, elle est rayonnante, et elle va nous dire plein de choses sur son Algérie à elle. C'est Rosette Poletti. Bonjour Rosette, comment vas-tu? Bonjour, très très bien, je vais bien. Heureusement qu'en ce moment, on a encore ces plateformes qui nous permettent de nous faire un coucou de loin, parce que tu es en Suisse. Oui, oui, heureusement, ces plateformes nous aident énormément. Moi, je peux dire que j'ai pu communiquer, j'ai assisté à des séances et conférences Zoom. Et c'est une forme de lien, mais je me réjouis quand même de pouvoir être proche des gens, de les peut-être les embrasser, etc. Ouais. Et en même temps, c'est la sagesse qui nous rappelle, qui nous rappelle raison, parce que tu as longtemps exercé, tu as exercé en tant qu'infirmière, entre autres, sur la fin de ta carrière, infirmière en soins palliatifs. Donc, c'est pas toi qui me diras le contraire. Il faut, malgré tout, les campagnes de vaccination, rester encore très prudent, très vigilant et respecter les gestes barrières. Oui, il faut vraiment, dans la période qu'on vit maintenant, euh, faire ce qu'on sait qu'on peut faire pour sauvegarder les gens, parce que c'est vrai que toute journée de quelqu'un qui meurt et qui aurait pu vivre encore un tout petit peu, c'est dommage. On dit beaucoup ces temps, oui, mais c'était des vieux, ils avaient plus de 85 ans, je sais pas quoi. Mais je veux dire, quand on s'approche de ces dates-là, Oui. on sait que la vie est précieuse et qu'on aimerait en avoir encore un petit bout. Et c'est vrai que faire des gestes barrières, je sais bien que le masque c'est embêtant, etc. Mais je crois que la plupart des gens ont compris ça et le font. En tout cas, autour de moi, je vois que les gens sont très, très prudents. Et tu es Et entouré le de gens vaccin raisonnables. nous aidera, mais il y a quand même un certain nombre d'inconnus sur est-ce qu'on reste. Moi, je suis vaccinée maintenant, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on peut contaminer les autres ou pas? On n'en sait rien. Là, il y a encore des inconnus. Les auditeurs, les internautes qui vont t'entendre aujourd'hui vont découvrir une facette de ta personne, de ta personnalité, que moi j'ai découvert avec délectation. C'est une partie de ta vie en Algérie, d'où le propos, d'où l'idée effectivement de te faire intervenir sur cette série de portraits, de témoignages sur mon Algérie à moi. Tu vas nous apprendre quelque chose de l'Algérie qui a, qui a fait partie de ta vie. Tu vas nous dire pour combien de temps, mais l'Algérie, vraisemblablement, cette découverte de l'Algérie n'est pas restée, a changé un peu le cours de ta vie. Oui, complètement. Mon Algérie à moi, mon Algérie à moi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. J'étais jeune, j'avais terminé mes études et puis avec deux autres collègues, on avait un peu de temps devant nous et puis on s'était dit, mais est-ce qu'on peut être utile quelque part? Et puis on avait pensé à l'Afrique noire, je sais pas, enfin bref, et on est entré en contact avec une famille, enfin des représentants d'une famille qui avait enfin toute une série d'établissements en Grande Kabylie, ce qui s'appelait la famille Roland. Et il y avait quelque chose qui s'appelait là-bas la mission Roland. Bref, et ils cherchaient des gens pour les remplacer parce qu'ils étaient partis pendant quelque temps. Et j'ai recherché les dates exactes parce Oui. que c'était en fait 1963. Donc après la 1963. Et c'est vrai que c'était l'année après la déclaration de l'indépendance et on cherchait, enfin, les gens là-bas cherchaient des francophones, mais si possible pas français pour simplifier les choses, quoi. Donc, j'étais là-bas avec deux collègues suisses et puis il y avait là-bas, on avait retrouvé aussi un Canadien québécois qui était venu avec un service de coopération. Enfin bref, cet endroit à Tizi Ouzou, c'était une mission que beaucoup de Kabyles ont connue parce que ça avait commencé en 1908. C'était un couple, lui avait été ouvrier chez Peugeot à Montbéliard et puis il faisait partie d'une communauté chrétienne et puis bien entendu dans le christianisme il y avait cette idée
d'aller partager sa foi ailleurs. Et ils travaillaient vraiment en collaboration avec les sœurs blanches, avec des pères blancs, avec les gens qui étaient là-bas et qui dépendaient en fait plutôt de l'Église catholique. Eux, ils étaient protestants alsaciens et ils étaient très intéressés à faire ce qu'ils pouvaient faire là-bas. Surtout une sorte de travail social et d'éducation. Et alors, ce premier couple Roland, euh, ils ont mis au point ce qui leur semblait manquer à ce moment-là, c'était l'école, bien sûr, des écoles, et puis des dispensaires, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités à l'époque. Et ils ont aussi, ils se sont rendus compte qu'à cette époque-là, en Grande Kabylie, comme dans plein d'autres traditions, c'était très difficile pour des jeunes femmes qui avaient un enfant hors mariage. Très difficile. Même dans la première partie du temps où ils étaient là-bas, on avait tendance à faire disparaître ces jeunes femmes. Enfin, c'était une honte pour la famille. Et alors, ils ont créé un centre que Madame Roland de l'époque, qui avait, je crois, une formation sociale, a mis en place, où elle allait dans les villages et comme elle parlait le kabyle très bien, elle parlait avec les pères, les grands-pères, etc. Et elle arrivait à leur dire, écoutez, moi, je m'engage à accueillir votre fille, vous n'en entendrez plus parler si vous voulez ne plus en entendre parler, parce qu'il y avait cette notion de la honte, il y a un mot kabyle pour la honte là. Et alors, ils avaient créé une fabrique de tapis berbères où ils accueillaient ces jeunes femmes, enfin ces femmes, et puis aussi leurs enfants quand elles mettaient au monde un enfant. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur. Ils ont eu deux dames anglaises qui sont venues les aider, etc. Et puis après, c'est resté une histoire un peu familiale. Et moi, je suis allée avec mes amis à ce moment-là. C'était la génération suivante. C'était leurs enfants qui s'étaient mariés, qui avaient repris cet endroit. Et ça a été assez connu dans la région parce qu'ils ont fait du bon travail. Ils étaient au fond plus intéressés par qu'est-ce qu'on pouvait faire pour la population que par une évangélisation comme on les a maintenant quelquefois avec les… C'est important, Rosette, je m'autorise de t'interrompre parce que on a beaucoup encore l'image du missionnaire, que ce soit les pères ou les sœurs missionnaires en Afrique, et il y avait quand même un statut, ou en tout cas un rapport différent en Afrique du Nord, et en tout cas pour l'Algérie, et encore plus pour la Kabylie. Je dis pas ça parce que je suis originaire de Kabylie, mais le rôle social des pères blancs et des sœurs blanches, sœurs grises ou sœurs missionnaires Notre-Dame d'Afrique, jusqu'à présent reste dans les mémoires des personnes qu'ils ont côtoyées comme réellement voilà, un rôle qui n'a rien à voir avec un rôle d'évangélisation comme on a pu le voir dans d'autres pays d'Afrique noire. Absolument, absolument. Et puis, il y avait aussi, enfin, pour moi, ça a été une découverte. J'imaginais l'Algérie, enfin, comment est-ce que je peux dire ça? Avec une très, très forte influence arabe, quoi, enfin, telle qu'on l'imaginait à ce moment-là. Et pour moi, ça a été quelque chose de fantastique parce que c'était pas du tout ça. Là où on était, on résidait à Tizi Ouzou, mais on allait dans les villages autour, on allait livrer du lait en poudre. Moi, j'avais une formation infirmière un peu poussée, alors je répondais aux demandes qui étaient faites et entre autres, j'ai pas mal aidé à l'hôpital de Michelin. Moi, j'avais pas d'appareil photo à l'époque, pas du tout, on n'avait pas d'argent. Mais j'ai retrouvé juste une carte postale que j'ai agrandie de l'hôpital de Michelin. C'est l'hôpital de Michelin. De l'époque, oui. Oui, à Ain El Hammam aujourd'hui, formidable. Ouais, voilà. Je veux quand même ne pas oublier de te poser la question. Donc, tu racontes effectivement comment tu arrives en Algérie. Est-ce que le voyage en soi, tu en gardes quelques souvenirs? C'était épique ou ça le voyage, oui, le voyage, ça a été quelque chose d'incroyable. Quel âge avais-tu, Rosette? Tu étais toute jeune. Tu avais une petite vingtaine d'années. Une petite. Je veux dire, quel âge avais-tu quand tu es partie en Algérie? Alors, j'avais
24 ans, 24 ans, 25 ans, 25 ans. Et on n'avait pas de sous. Donc, on est parti de Marseille et on a pris des billets de 4e classe. C'est-à-dire à fond de cale, c'est ça? Absolument, absolument. Mais on était là et il y avait que des hommes et on était 3 jeunes femmes. Et comme ça, on est parti. Je me souviens que c'était en début d'après-midi. Et au bout d'1 heure ou 2 ou 3 heures, il y a un des responsables qui est passé par là, puis il a dit, vous ne pouvez pas rester ici cette nuit. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, on n'avait pas de sous. Alors, il a dit, je vais voir. Et je pense que c'était un des officiers de ce bateau. Et il est parti un moment, il est revenu et il nous a dit, j'ai négocié avec les marins qui sont de quart de nuit, là, et vous pouvez aller dormir dans leur cabine. C'était assez vraiment épique. Alors, on est allé dans ces cabines, on a dormi sur le lit des matelots. Et puis, le lendemain matin, bon, il y avait, je sais pas, il servait, enfin, je me rappelle plus. Enfin, bref, c'était vraiment fantastique parce que on lui avait raconté ce qu'on allait faire, tout ça, et il s'était arrangé pour que ce soit plus confortable que ce qu'on avait prévu, quoi. Bref. Et alors, bien sûr, si je reviens aussi un peu en arrière par rapport à ça, l'arrivée à Alger, c'est toujours quelque chose de magnifique. Et on avait été accueillis là, et puis, bien sûr, après, immédiatement, on est parti sur Tizi Ouzou. Mais pour moi, ça reste quelque chose. J'avais été en Angleterre pendant 18 mois, enfin, avant de faire mes études d'infirmière, tout ça, mais je veux dire que c'était mon premier voyage dans ce monde-là. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Alors, c'est vrai que le voyage lui-même, et puis après, le voyage vers la Grande Kabylie, etc., c'était fantastique. Et puis l'arrivée à Tizi Ouzou de l'époque aussi, oui, pour moi, ça reste vraiment un souvenir formidable. Et surtout, cet esprit kabyle. Moi, je connaissais un certain nombre d'Algériens ou de Marocains qui avaient autour de moi, qu'on avait soignés, qui étaient en Suisse, etc. Mais c'était complètement différent. Et pour moi, ça a été une expérience fantastique. Par exemple, cette expérience de se sentir accueillir et utile en termes de compétences. À 25 ans, on n'a pas des compétences incroyables, mais enfin, on avait des compétences qui pouvaient être utilisées par ces personnes. Et ça, c'était vraiment, c'est valorisant, c'est vraiment super. Ouais. On rappelle le contexte, Rosette, tu disais 63, l'Algérie vit ses premiers mois d'indépendance, oui. Et le personnel qui, entre autres, travaillait dans les hôpitaux, dans les dispensaires, beaucoup de personnes sont parties des personnes rapatriées. Donc, il y a du matériel, mais il n'y a personne pour faire fonctionner ça. Voilà, absolument. Alors, tout à fait, par rapport à ces souvenirs d'utilité éventuelle qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Je parlais de l'hôpital de Michelet. Beaucoup de gens étaient partis à ce moment-là. Il y avait eu des années difficiles juste avant. Enfin bref. Et là, par exemple, je me souviens pas d'avoir vu des Sœurs Blanches dans cet hôpital. Il y avait d'autres gens et il y avait ils recevaient du matériel de différents pays. Et moi, je parlais l'anglais aussi. Et alors, on m'avait mis, je me rappelle, une journée entière dans une sorte de local de pharmacie dans lequel il y avait plein de choses qui avaient été données, mais il n'y avait aucun mode d'emploi et ce n'était pas en français. Donc, moi, je me souviens toujours que je traduisais ces modes d'emploi pour dire ça, c'est de l'aspirine, mais ça vient de Russie. J'arrive à lire acide acétylsalicylique, donc ça doit être de l'aspirine. Donc, enfin, et puis aussi au niveau des appareils, par exemple, j'avais appris, parce que j'avais travaillé aux urgences à Genève, à faire en urgence une radiographie. Et ces mois-là ou ce temps-là, il n'y avait
ils n'avaient pas de radiologue. Et j'avais dit, mais moi, je sais faire simplement, si c'est un os cassé, je sais faire. Enfin bref, et puis j'avais fait des modes d'emploi, etc. C'était passionnant pour des gens jeunes, quoi. On se disait, mais on leur est utile, c'est super. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait vraiment cette ouverture et cet accueil des gens. Ça, vraiment, je regrette, j'avais pas d'appareil de photo à l'époque, mais je me souviens surtout, j'ai retrouvé sur Internet des photos, par exemple, de comment étaient les femmes avec ces Oui, habits tellement voilà, les couleurs chatoyantes colorés. et la fameuse fota, tu sais, Voilà, ouais. pour nous autour qui a une vertu thérapeutique aussi. Moi, j'ai appris que c'était entre autres pour maintenir le dos, mais effectivement, aujourd'hui, c'est devenu un vêtement traditionnel plus festif. Mais la fameuse fota que les femmes nous autour enfin au niveau de la taille a vraiment cette vertu thérapeutique de maintenir le dos au-delà d'être un accessoire effectivement un accoutrement aujourd'hui, une tenue vestimentaire. Ouais, ouais. Oui, mais ce qui avait de particulier, c'est que c'était coloré. Et puis, il y avait une sorte de... C'était une période difficile, mais malgré ça, il y avait une sorte de... Je ne sais pas comment dire ça, de joie, une espèce de joie et même des chants. Je me souviens des chants. J'en ai retrouvé aussi sur Internet. Ah, oui. C'était magnifique, des chants kabyles. Et là, il y avait dans cet endroit où les tapis se faisaient, les femmes chantaient à certains moments. Et c'est comme s'il y avait un mélange de joie et de difficulté et d'incertitude. Mais voilà, ça, c'était quelque chose qui m'étonnait positivement, quoi. Je me disais, quand on pense, nous trois, avec mes amis, là, les privilégiés qu'on était finalement. Et là, il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup plus de soucis que nous et qui manifestaient cette espèce de joie. Et ça m'est beaucoup resté. Je, enfin, on a travaillé avec les gens qui étaient là. Il y avait aussi des gens qui faisaient des paniers, enfin différentes choses. Et mes autres amies s'occupaient, entre autres, une de mes amies avait été mandatée pour visiter des prisonniers. Alors, quand elle revenait, on se racontait toutes ces choses, c'était vraiment important. Mais au milieu de tout ça, et en découvrant la façon dont ils croyaient, les gens avec qui je m'entretenais, etc., je me disais, mais je respecte tellement ce qu'ils me racontent, la manière dont ils conçoivent leur islam qui me paraissait tellement ouvert et tellement œcuménique, quoi. Vraiment. Et là, il y a eu à l'intérieur de moi un cheminement qui s'est fait pendant le temps où j'étais là. Je suis arrivée là-bas en me disant un jour je serai missionnaire parce que j'avais fait encore à côté de mes études infirmières 2 années de théologie. Et quand j'ai vécu ce temps, c'est un grand été là dans cette situation, il y avait tout un travail qui se faisait à l'intérieur de moi. Je me disais, mais non, 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 qu'est-ce que tu vas faire? Tu as cette espèce d'idée au fond de toi, peut-être tu t'en rends pas compte, mais c'est ce qui existe, de te dire, j'ai une religion et un Dieu que je vais leur annoncer, ce qui sous-entend quand même que je crois quelque part qu'il est mieux que les autres, quoi. Donc, ça a été en même temps une période de découverte extérieure et en même temps une sorte de découverte intérieure. De remise en question, presque. Complètement. Et je suis rentrée de là en me disant, je change d'optique. Et la théologie, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Mais après ça, j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis, de faire des études de psychologie. Je me suis dit, oui, je veux aider les gens. Oui, j'ai envie d'aider des gens. J'ai eu l'occasion de travailler ensuite en Inde, etc. Mais
pas pour leur dire quoi que ce soit par rapport à leurs croyances, mais pour les aider à vivre ce qu'eux veulent vivre. Et ça a été le reste de ma vie, quoi, pendant les 60 années suivantes, où si j'ai tenté de témoigner de ma foi, c'est uniquement en termes d'être là pour les gens et puis de manifester de la compassion, mais sans jamais tenter de leur dire quoi que ce soit par rapport à une religion qui serait mieux qu'une autre, quoi. Et alors, je dois ça à la Grande Kabylie. Oui. Et tu disais effectivement ta foi ou ta croyance, en tout cas, t'aura sans doute permis d'être plus objective ou d'être plus présente en particulier sur tes dernières années de carrière où tu as travaillé en tant qu'infirmière en soins palliatifs. Ah oui. Quand on est dans l'accompagnement en fin de vie, peut-être que les personnes qui savent ont besoin effectivement de se raccrocher à une foi, une croyance, à revenir à quelque chose effectivement qui leur rapproche d'un Dieu quelconque. Donc finalement, ça n'était pas vain. Ta foi était présente, c'est simplement qu'il fallait l'utiliser de manière différente. Oui, là, c'est vrai que depuis le temps que j'ai travaillé en soins palliatifs et encore maintenant, je donne des cours dans ce domaine, je me rends compte, moi j'ai aussi un âge certain et la fin de la vie elle se dessine, mais voilà. Et au fond, pour moi, la seule valeur fondamentale, c'est l'amour. Et je me rends compte, j'ai accompagné beaucoup de gens qui sont décédés et ceux qui pouvaient se dire j'ai aimé, j'ai manifesté mon amour, j'ai tenté d'aimer avec tout ce que j'ai comme capacité, voilà. J'ai tenté de vraiment donner de l'amour et je me suis permis d'en recevoir. Je me rends compte que ces gens-là, ils ont une fin de vie qui est vraiment, en général, sereine et paisible. C'est vraiment ça. Et puis ça, c'est le commun dénominateur. Qu'on soit bouddhiste, hindouiste, musulman, chrétien, n'importe quoi, finalement, ce dénominateur commun fondamental, c'est ce qui reste. On dit que l'amour est plus fort que la mort. Donc, c'est la seule chose. Et voilà. Et tout ça, je peux retracer mon histoire à Stang, Grande Kabylie, où j'ai découvert ces gens vraiment magnifiques et puis qui m'ont permis doucement d'évoluer à l'extérieur parce que c'est un pays magnifique, magnifique, et puis à l'intérieur parce qu'ils m'ont montré en quelque sorte qu'on pouvait être différent tout en étant complètement ouvert. Et ça c'est fantastique. C'est pour ça que je leur dois beaucoup. Voilà. Mais j'espère d'ailleurs, je vais lancer un appel parce que peut-être que des personnes te reconnaîtront, elles pourront passer par mon intermédiaire parce que c'est ça aussi, c'est le principe de ces échanges, de ces portraits souvenirs, c'est de faire un clin d'œil et combien précieux pour nous qui sommes effectivement, pour moi en particulier qui est partagé entre la France et l'Algérie. Donc, n'hésitez pas, et puis voilà, des gens te reconnaîtront, diront, mais moi, j'ai connu, j'ai entendu parler de Rosette Poletti. Ou de la mission Roland, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens parce ils sont partis, ils ont été un peu chassés en 1977. Donc, ça, il y a des gens qui sûrement les ont connus et sûrement ont bénéficié de différentes choses, dispensaires et écoles. Et voilà, je trouvais que c'était des gens aussi très, très ouverts et intéressants. Mais disons qu'eux, ils étaient partis plus avec cette idée quand même d'être une présence chrétienne, alors que moi, j'ai découvert là que l'essentiel, un peu comme les petites sœurs de Foucault, tu vois, c'est simplement d'être là et de manifester de l'amour. Voilà. Et ça, c'est chouette. Tu nous parles de la Kabylie et de l'Algérie comme si tu y avais passé des années. Tu y as passé ni plus ni moins qu'un été ou quelques mois, c'est ça? Grand été, ouais, 3-4 mois, ouais. Mais je te dis, ça a été... ça m'a marqué, voilà. Et j'en garde quand on me dit Grande Kabylie, là, c'est intéressant parce que j'étais
entendu parler kabyle avec un monsieur dans un restaurant et je mangeais un très bon couscous. Oui. Et je me suis dit, ah, je me demande si j'ose lui dire. Et tu te souviens que je t'ai tourné le dos et que ma chaise piétinait même ton manteau. Tu te souviens de cette anecdote? Et on s'est retrouvés dans une réunion juste après ce déjeuner. Oui. Je crois pas au hasard, mais là on est bien. On est forcé de croire que quand même il y a une notion de mektoub ou de hasard qui fait bien les choses. Ça, Ouais. on ne pas en déjeunant au même endroit qu'effectivement on allait se retrouver quelques minutes après. Et de te retrouver aujourd'hui. Tu es retourné depuis 63 en Algérie? Pas en Algérie, je suis pas retournée en Algérie, non. Malheureusement, après j'ai vécu une dizaine d'années aux États-Unis. Je me suis formée dans toutes ces disciplines autour du deuil et de la fin de vie. Et puis, j'ai aussi été plusieurs fois, et pour des périodes plus longues, dans le nord de l'Inde, dans l'État le plus pauvre du nord de l'Inde, qui s'appelle le Jharkhand maintenant, et où il y a vraiment des besoins assez fous. Et là, j'ai aidé des gens qui voulaient créer comment vous appelez ça, des EHPAD. Oui, oui. Comment le faire dans le respect de la culture et comment éventuellement le construire. Il y avait des groupes de travail. Moi, j'ai été envoyée. J'ai fait pas mal de choses comme ça aussi, des courts séjours pour l'OMS dans différents pays. Mais je pense que les circonstances ont fait que l'Algérie n'était pas sur leur liste, quoi. Ce qui était dommage. Elle est quand même, ceci étant, elle est restée dans ton cœur de ce que j'entends. Ouais. Oui. Et aussi, j'ai pu, quand je suis rentrée à l'automne, en fin d'automne d'Algérie, j'ai trouvé, enfin, on m'a proposé de faire un autre remplacement à Marseille, où à cette époque, il y avait de grands bidonvilles. Et il y avait un qui s'appelait celui de Saint-Barthélemy, près des quartiers. Maintenant, ils ont fait les quartiers nord. Là. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient rentrés d'Algérie. Et là, il y avait justement aussi des Kabyles parce que il y a eu toutes sortes de choses autour de cette guerre, mais entre autres, certains Kabyles avaient été christianisés et ils avaient dû partir, ou bien, je ne me souviens pas spécifiquement s'il y avait des harkis kabyles, mais enfin là, il y avait aussi une communauté, on s'occupait des enfants, tout ça. Donc, j'ai pu continuer à vivre cette amitié avec et des Algériens en général et des Kabyles, parce que là, j'avais un petit coin particulier dans mon cœur. Oh, tu sais, Rosette, je voudrais, avant de prendre congé de toi, parce que je ne voudrais pas abuser de ton temps, je voudrais te faire une promesse. Et j'espère que Dieu nous prêtera la santé. Je voudrais qu'on aille ensemble au Kabylie, ce voyage-là. Oui, ça serait fantastique, ça. Écoute, oui. Bon. Là, tout de suite, on ne peut pas, hein, parce qu'il n'y a pas d'avion, mais je le souhaite du plus profond de mon cœur, parce que j'aurai beaucoup d'honneur à être à tes côtés et de refaire le chemin quelques décennies après, mais à tes côtés, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi. Je voudrais, si tu m'autorises, à moins que tu ne veuilles ajouter quelque chose, mais si tu m'autorises, s'il y avait une image de l'Algérie, en un mot, quelle est l'image que tu gardes aujourd'hui? Quand on parle de l'Algérie, quelle est la première image qui te vient? Ou c'est peut-être un mot, ou c'est peut-être une odeur, c'est peut-être une couleur, c'est peut-être une personne. Moi, c'était en même temps, il y avait des couleurs. Il y avait le blanc par exemple, de l'entrée à Alger. Et puis alors, ce qui me reste aussi, c'est la couleur des bougainvilliers, tu vois. Oui. Oh là là. Et ce blanc et cette couleur, c'est une couleur que j'aime beaucoup du reste. Et puis aussi les chants berbères, tu vois, les chants kabyles, enfin, je ne sais pas si on les appelle comme ça, mais les chants que chantaient ces personnes, je peux presque les entendre quand je me concentre. C'est vraiment très, très beau. Tout ça. On ira les entendre ensemble. Je te prépare Voilà. un programme. Un mot en kabyle, est-ce que tu as appris un peu le kabyle? Même si, effectivement, en Kabylie, déjà à l'époque, on parlait beaucoup français. Mais est-ce qu'il y a quelques mots kabyles que tu utilisais? Est-ce que tu échangeais? Oui.
Ouais, alors là, je me souviens plus. Mais à l'époque, oui, un petit peu dans les choses usuelles. Mais comme il y a eu beaucoup d'autres Oui, oui. langues et idiomes par là-dessus, je me souviens pas. Mais c'est Peut-être, oui, une langue que je peux reconnaître. C'est-à-dire, quand toi, tu parlais, je savais que tu étais kabyle. Tu vois, oui. j'arrive, comme maintenant, j'habite avec des Tibétains, leur langue est très difficile, mais où que je sois, je sais que c'est ça qu'on parle. Identique. Ouais. Heureusement que j'ai pas dit de bêtises, hein. Non, non, Bah, je disais, merci pour ce premier témoignage. Merci merci. d'avoir accepté d'initier cette série de portraits, j'espère nombreux, voilà, de souvenirs, d'anecdotes sur mon Algérie à moi, qui est, même si on évoque des souvenirs qui peuvent paraître par Oui, eux, ça fait partie de notre histoire commune et c'est parce qu'on oui, la partage qu'on ouais, ouais, avance. ouais, ouais. Et je comprends tellement la nostalgie des gens, ça. J'imagine que quand on est né là-bas, qu'on a vécu là-bas et qu'on le quitte, il doit y avoir quelque chose d'immuable là au fond de soi. Et je comprends bien que pour beaucoup de gens, il doit y avoir une grande, grande nostalgie. Ouais, On ne lui oubliera pas, on aura forcément une pensée à un texte de Saint-Augustin à ouais, quand on parle de la ouais, qualité, effectivement. ouais, tout à fait. Rosette, merci. Mais merci à toi et puis bonne suite. Je sais pas.